Bonjour chers auditeurs et spectateurs et bienvenue à tous sur ma chaîne Vérité à venir qui a été renommée, vous l'avez vu, Vénérable Apprenti. Ni une ni deux, il y en a qui se sont saisis du changement de nom pour me lancer des critiques en me disant espèce de stupide, sombre crétin, tu vois pas que c'est des oxymores, que dans les loges maçonniques, l'apprenti va grimper jusqu'à devenir le vénérable qui gère les lieux de rite et les échanges qui ont lieu. Alors, je tiens à dire à ces gens-là qu'ils me connaissent certainement pas, et que j'apprécie énormément jouer avec les mots, jongler avec les définitions, et également m'amuser des symboliques. Et qu'en l'occurrence, quand je me suis donné pour pseudo Vérité à venir, c'était pour le composer en deux parties. C'est-à-dire, l'avenir est constitué de quoi? De la vérité, puisque si on établit des choses par des mensonges, la structure, elle s'effondre. Elle tiendra pas dans la durée. Et, en trois mots, on peut le faire aussi, vérité à venir, qui renvoie à un futur et quelque chose qui n'est pas encore présent. Donc pas totalement dévoilé. Et ça continue finalement avec cette symbolique du VA, valeur ancrée, victoire assurée, vivre en amour. Mais aussi actuellement, vénérable apprenti. Pourquoi? Eh bien, je me moque finalement de la maçonnerie. Eux qui te disent sur leur échiquier que blanc, il gagne, noir, tu perds. Et que pris dans le damier, beaucoup pensent augmenter en grade et s'amusent des cérémonies et de ce genre de choses, et se disent qu'ils vont passer de l'apprenti à la connaissance du vénérable, et qu'à partir de là, finalement, ils seront éclairés, illuminés. Eh bien moi, j'aimerais dire que quand on accède à la connaissance, on a encore plein d'autres questions qui se développent, et on en arrive à « je sais » que je ne sais rien. Et ça nous emmène à une totale humilité de se remettre sur les bancs de l'apprentissage et d'écouter finalement les gens qui même peuvent arriver du jour au lendemain et avoir le même niveau. Sous-entendu, sur Internet, on m'a souvent laissé entendre que les jeunes n'avaient rien à apprendre aux anciens, que si t'avais pas 40 ans de carrière derrière toi de travail et que t'avais pas galéré, t'avais rien à enseigner aux autres. Or, moi j'ai toujours défendu une chose, c'est que l'être humain a sa réalité. Dans une vérité globale, universelle, il a son petit angle de vision. Et à partir de là, il peut apporter. C'est pas parce que tous on passe par une jeunesse qu'on l'a vécu dans l'équivalence. On a des parcours de vie différents et donc on a à s'enseigner les uns aux autres. Certes, il faut pas se prendre d'orgueil, mais en revanche, il faut savoir écouter les autres. Et ça ramène à Charles Pépin qui disait finalement que la découverte de soi-même entre par la relation avec autrui, puisqu'il nous dévoile une petite facette de nous-mêmes qu'on n'avait des fois même pas imaginée. Il nous ouvre une porte sur une dimension dont on n'avait pas encore pensé. Ou alors que l'on avait effleuré ou regardé de loin sans jamais essayer d'ouvrir la poignée. Donc aujourd'hui, moi c'est ce que je vous propose à travers ces symboliques que je porte au niveau de la chaîne et également des conseils de lecture puisque ce qui se trouve dans les livres est fort intéressant même si ça ne fait pas tout le savoir et toute la connaissance. Puisqu'encore une fois, il faut vivre les choses, les ressentir, les éprouver aussi de l'esprit. Et bien souvent, une vidéo met une sorte de barrière. On n'éprouve pas totalement. Donc je vous conseille de prendre le livre, celui-ci comme un autre d'ailleurs, et petit à petit de vous faire votre propre savoir et votre construction sur l'analyse que vous avez du monde, de la philosophie, des relations avec les autres, de l'espérance aussi, des vertus, et pourquoi pas d'une forme de spiritualité, même si le mot est arrivé au XIIe siècle et peut-être pas le meilleur à employer. Tout ceci nous mènera à quoi? À voir actuellement qu'il y a des hommes qui travaillent à nous rendre meilleurs. Vous voyez, comme dans les loges, ils veulent modifier la pierre pour qu'elle devienne cubique, et que de cette forme cubique, qui renvoie d'ailleurs à d'autres courants religieux, des gens qui tournent autour d'un cube, ou encore d'autres qui se mettent un cube sur le crâne et qui prient d'une certaine façon, eh bien vous avez l'idée maçonnique, pareil, de faire le cube, finalement de savoir tailler la pierre pour créer un édifice, un temple. Et que, en l'occurrence, tout ceci n'est qu'une exposition matérielle, et que l'homme n'étant pas que matière, il doit se travailler intérieurement et extérieurement. Et ça entraîne tout un tas de modifications, d'où une certaine responsabilité, et comme je commence à dévoiler certains savoirs, eh bien, je tiens à vous dire que j'ai comme l'impression que, par exemple, le mouvement dit complotiste
a été créée toute pièce pour former une sorte d'illuminisme auprès des gens. C'est-à-dire une quête de chercher la vérité. De chercher, ni plus ni moins, que le bien pour soi-même, pour ses prochains, et de comprendre ce qui ne va pas. Et donc, pour être en lutte contre le mal, il faut déjà identifier ce qu'est le bien, ce que l'on désire, se redécouvrir soi-même. Et derrière, ça inclut plein de dualités. Le bon, le mauvais. Quand on était, on va dire, il y a quelques années, encore inconscient du monde et à l'état de conscience. Le langage qui était peu développé est maintenant un lexique, voyez-vous, qui l'est, qui est bien rempli. Vous voyez, le vide et le rempli. Et il y a bien d'autres conceptions comme ça qui ramènent ni plus ni moins qu'à une sorte de quête. Et prochainement, je vais aussi faire une série sur les sociétés secrètes, les Templiers, les Rosicruciens, il y en a bien d'autres encore, dont la franc-maçonnerie aussi. Et je vais essayer de vous mettre ça en relation donc, avec certains mouvements, comme le fait qu'il y ait eu une pollution télévisuelle, du divertissement, etc. Mais on laisse toujours une porte de sortie. Sous-entendu, il y a un moment où on voudra que vous soyez dans un état d'éveil. Pour l'alimentation, pareil. On vous pollue avec plein de marketing. Vous avez l'impression d'avoir un choix alors que la plupart des produits passent par, entre autres, Universalis, qui renvoie à l'universalité. Et vous apercevez des additifs, des exhausteurs de goût, bref, d'une tromperie généralisée. Et vous cherchez à présent à vous émanciper de ce système pour retourner à un soin du corps. Donc, à la concentration sur ce que l'on avait vu avec Alexandra Orion-Code, dedans l'épigénétique, les ARN messagers, en fait le livre de vie. Donc il y aura la révolution épigénétique que je vais vous présenter et qui conclut après à mettre plein d'objets connectés sur le corps pour voir si vous faites assez de sport, si votre rythme cardiaque est à son bon niveau, si la tension artérielle l'est tout autant, la chaleur corporelle, est-ce que vous transpirez trop alors qu'il n'y a pas d'activité physique, et tout un tas de capteurs, émetteurs, qui passeront après donc, de ces big informations, ce que l'on nomme les big data, direction les serveurs, analysés pour savoir si vous prenez soin de votre santé. Et ça conduit en fait au mouvement de la maçonnerie qui est de travailler son corps et son esprit comme la matière. Et d'ailleurs, il y a un livre que je vous avais lu là récemment, Les progrès de l'humanité, enfin je vous ai lu vraiment des bribes d'infos par rapport au livre que c'est, et dedans il disait quoi ? On ne peut pas remonter uniquement aux civilisations par rapport au paléolithique, le taillage des pierres. On a énormément de difficultés pour remonter les sociétés qui ont précédé et qui travaillaient le bois. D'où d'ailleurs peut-être la façon prométhéenne de découvrir le feu. Alors non pas que ça descende du ciel et d'un savoir d'un dieu, mais que les hommes ont commencé à vouloir tailler, modifier par exemple les récipients qu'ils avaient, leur faire des ornements, etc. Et à force de frotter deux bois, deux matériaux ensemble, ils en sont venus à voir la chaleur. Et puis avec des petits copeaux, une flamme, une étincelle, et la découverte du feu. La maîtrise en tout cas pour le déployer un peu partout. C'est une hypothèse. Mais ce qui est incroyable, c'est quoi ? C'est que ces gens-là, donc dans les progrès de l'humanité, et comme dans un livre de la franc-maçonnerie que j'ai lu, alors que ça a des époques différentes, ils se rejoignent sur une chose pour dire, comme ce que je vous expliquais avant, que l'homme, Adam, est le même homme au Moyen Âge et encore est le même homme qu'aujourd'hui. En fait, c'est un être sociable, un être, comment je pourrais dire encore, doué d'intelligence, et il n'y aurait pas de distinction entre le Adam et celui de maintenant. Donc entre l'apprenti et le vénérable, si vous préférez. Et ça va même plus loin que ça dans le raisonnement, parce que ça signifie qu'on ne pourrait pas définir le début d'une intelligence collective uniquement cantonné à certains outils que l'on a découverts, au taillage du silex et tout, mais qu'il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre de la matière, donc les pensées, le langage, etc. J'ai du bordel sur la place à côté, c'est pas grave, mais enfin, comme je disais, il y a des choses qui ne sont pas inscrites dans la matière, comme la pensée, le langage et compagnie, et donc on ne peut pas mesurer totalement ce qu'étaient
les premières communautés intelligentes et compagnie. Et pour ce faire, après, je vais accompagner, parce que comme on sera sur la révolution épigénétique, c'est-à-dire 90 à 95% de l'ADN humain, qui dépend de ses consommations alimentaires, de sa pratique de sport, de ses relations à autrui. Oui, parce que le contact charnel a des répercussions dans le cerveau. Diminue par exemple le cortisol, l'hormone du stress. Va favoriser certaines activations au niveau de la génétique, pour éviter des cancers et ce genre de choses. Des troubles neurologiques, de la dépression ou d'un homme qui serait isolé. Et il y a bien d'autres choses encore qui sont juste incroyables, mais qui ramènent tout de même à l'idée de se modeler. Et c'est-à-dire que dans ces livres-là, ils te disent que le patrimoine hérité de tes parents, c'est-à-dire où il y a quelques correspondances tout au plus du phénotype, c'est rien comparé à ce que toi tu peux faire par contre avec ta structure de vie, c'est-à-dire ton modèle de vie. Si tu dors suffisamment, si tu es dans une certaine gaieté, les relations à autrui, l'alimentation que tu vas avoir et bien d'autres choses encore que tu vas déployer pour justement perfectionner ton corps et ton esprit. Un esprit sain dans un corps sain. C'est à peu près ça qui est dit dans ces livres que je vous résume grossièrement. Et comme il y a l'alimentation qui joue énormément, et on a l'exemple des abeilles qui vont être soit des ouvrières, soit des reines. Et les abeilles, qu'est-ce qui différencie ces deux variétés? Eh bien, c'est l'alimentation qu'elles vont avoir. Celles qui auront la gelée royale deviendront des reines. Les autres deviendront des simples abeilles. La reine vit, me semble, 4 ans. L'ouvrière, 4 à 5 mois. La durée de vie ne sera pas la même. Pourtant, au tout début, quand elles sont à l'état de larve, la génétique est identique. Ce qui décide après, et on va dire ce qui va recomposer, ce qui créera des mutations pour que ça devienne une reine, c'est son alimentation. Et pour l'humain, il en est de même. Et on l'avait vu avec le livre sur l'agriculture, là. Le livre noir de l'agriculture avec le déficit oméga 3, oméga 6, une génération, puis 2, 3, 4. Et au bout de 4 générations de souriceaux, avec le même modèle alimentaire, les petits souriceaux, ils développaient de la graisse, ils commençaient à avoir des problèmes cardiovasculaires, etc. Pourquoi? Parce que l'alimentation a joué sur leur génétique. Et il y a plein d'autres choses encore comme ça à découvrir. Et en même temps, on s'aperçoit qu'il y a, alors je crois qu'il y avait un club de 10 avec des Jacques Attali, etc., qui tentent de promotionner l'épigénétique sous une autre forme. C'est-à-dire où tu seras, ni plus ni moins, rempli de capteurs. Ton frigo sera connecté. Tu auras une montre connectée. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai dit très rapidement qu'on ne sera pas sous puce connectée dans la peau. L'idée de l'homme augmenté par une very cheap, comme il nomme, donc une puce à radio-fréquence identification, ça ne verra pas le jour. Enfin, c'est en cours, il y en a certains qui sont fait injecter, mais ça ne sera pas généralisé. En revanche, ce que l'on a vu dans Great Reset, Grand Recommencement, la grande réinitialisation de Klaus Schwab, que l'on retrouve dans la 4e révolution industrielle de Klaus Schwab, que l'on voit promotionnée par Jacques Attali, que l'on retrouve encore dans les révolutions épigénétiques, et même que l'on a retrouvé dans un rapport du Sénat numéro 673, c'est l'utilité d'une montre ou d'un bracelet connecté. Et ça va plus loin parce que les petits vieux qui veulent encore garder leur stabilité chez eux, être indépendants des zones d'EHPAD et ce genre de choses, sont maintenant équipés de bracelets électroniques. À tout moment, ça envoie un appel au SAMU ou aux pompiers si y a une chute qui est détectée ou encore s'ils ne répondent pas à leur téléassistance pour savoir s'ils vont bien ou s'ils ont fait un arrêt cardiaque ou un AVC ou ce genre de choses. Donc les appareils sont ultra sophistiqués pour pouvoir mesurer très rapidement, être réactifs. S'il y a une borne à proximité, par exemple pour les petits vieux chez eux, eh bien il y a un contact qui est effectué avec un téléassistant. Si en revanche ils sont éloignés de la borne, eh bien ça envoie immédiatement la position GPS à une patrouille de SAMU ou de pompiers qui est dépêchée pour aller voir la personne. Plus des alertes aux familles ou aux voisins, etc., ceux qui sont nommés des personnes de confiance. On retrouve les mêmes stratégies qui vont être employées dans différents pans de la société. Donc on l'a vu pour les petits vieux, pour ceux qui font du fitness, mesurer le nombre de pas, voir le nombre de calories brûlées,
et bien d'autres choses encore. Donc, pour la surveillance aussi, bien évidemment, créer des zones sécurisées où il n'y aura pas de terroristes, où les gens auront une certaine notation sociale, ça, c'est en travail. Et pour revenir à Claire Sévrac, alors, autant je l'ai dézingué sur la guerre secrète contre les peuples, autant sur crimes alimentaires organisés, leur poison vous entraîne la mort, je l'ai trouvé excellent. Pourquoi ? Eh bien, dedans, elle montre comment se nourrir face à un certain empoisonnement. Qu'est-ce qui est bénéfique pour le corps ? Les petits remèdes qui existent, entre autres, pour se soigner, par exemple. Même si ce qui est promotionné n'est pas de se séparer totalement des médicaments. C'est de limiter leur utilisation quand tu as un simple rhume, quand tu as des maux de ventre, ce genre de choses. D'ailleurs, il y a quelques années de ça, il y a un sujet qui a été mis sur le devant de la scène, c'est l'intestin, qui est le deuxième cerveau. Et c'est vrai qu'une personne qui, je sais pas, a des troubles alimentaires et après ça lui engendre, on va dire, des maux de ventre, elle peut pas être concentrée. Son cerveau, il perd trop d'efficacité, il est trop amené à se dire « Ah mais putain, j'ai une douleur » ou « Ah oui, j'ai une contraction » ou je sais pas, j'ai des ballonnements. Donc, pour apprendre, pour être là au travail, ou pour encore faire des activités, ou être avec des amis, ça tue une vie. Et pourtant, il existe, en fait, après, c'est ce qu'on appelle le microbiote, et dedans, il y a justement des... comment on pourrait dire ça ? Des bonnes bactéries, on va dire. Vous voyez ? Il y a les bonnes bactéries de certaines levures à avoir dans le corps, et donc après, il y a ce qui s'appelle les probiotiques, et c'est excellent, mais ça coûte une blinde. Parce que pour certains, c'est considéré comme de l'homéopathie plus. Pour d'autres, c'est pas encore prouvé scientifiquement. Et même, on va dire, les mettre en culture, c'est beaucoup trop cher. Donc, ça sera pas remboursé par la sécurité sociale. Et vous en retrouvez maintenant même dans des yaourts Activia, excellent en vrai pour le transit intestinal, pour, voyez-vous, avoir une bonne santé. Puisque c'est un tout. Et alors, attendez, hop. Ça sera tout par rapport à ça. Je vous propose maintenant, après 15 minutes à peu près, de revenir au Vive le meilleur des mondes. On avait fait la préface en montrant qu'on allait vers plus de connaissances et une reproduction de l'humain, et même des animaux par des robots, ou encore on avait vu les biobots se servir des insectes pour les piloter, soit leur mettre des couloirs invisibles par des ultrasons, soit les équiper d'une petite caméra pour aller dans des décombres ou encore sur des zones dangereuses et ce genre de choses. Il y avait l'intéressement aux sciences cognitives, l'apprentissage. Bien évidemment, augmenter l'homme, c'est créer également des problèmes, des maladies qui vont résister aux médicaments ou aux traitements qui vont être apportés, des zoonoses, donc de la transmission de virus d'animaux vers des humains. On avait après encore le terrorisme qui peut s'augmenter, l'épuisement des ressources, les pollutions diverses, les épidémies et bien d'autres choses, même si on nous promet d'avoir une vie hybridée, homme-machine, le réel avec le virtuel, et on nous dit que tout va être sous intelligence. Piloté même dans les villes après dites intelligentes. Et on en était donc au biobot, sans vous rappeler certainement de ceci. Donc les biobots qui modifient, puisque les insectes résistent énormément. Et on en arrivait au bonheur pour tous, rêver d'une humanité qui serait enfin heureuse si on écoute Sir Huxley. La pensée scientiste s'est trouvée une nouvelle passion, le transhumanisme, un courant idéologico-religieux très en vogue aux États-Unis. Il vise à créer pour notre plus grand bonheur une sorte de surhomme par des moyens purement techniques. Très tendance, le transhumanisme ne date pourtant pas de la dernière pluie. On peut même dater précisément son apparition. Alors on a certains qui disent que c'est de Condorcet, et d'autres comme ce livre, qui laisse entendre que c'est en 1957 l'éminent biologiste britannique Julian Huxley, frère d'Aldous Huxley, qui inventa le mot, si ce n'est le concept,
puisqu'il nous disait ce que je vais citer. L'espèce humaine peut, si elle le veut, se transcender elle-même. Nous avons besoin d'un nom pour cette croyance. Peut-être que transhumanisme pourrait convenir. Quand il y aura assez de monde pour déclarer sincèrement, je cite, « Je crois au transhumanisme », l'espèce humaine sera au seuil d'une nouvelle existence aussi différente de la nôtre que la nôtre diffère de celle de l'homme de Pékin. Fin de citation. Cette nouvelle existence, l'homme, le transhumain, le devra au progrès scientifique et technologique. Sir Andrew Huxley est un autre des frères, qui était biologiste, travaillant sur le cerveau, les parties somatiques entre les neurones. Et Julian Huxley, lui, a été à la tête de l'UNESCO, et elle nous a sorti un livre qui s'appelle l'UNESCO, avec dedans le concept de déterminisme biologique. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, il y avait l'hésitation. Est-ce que c'est Lamarck qui a raison, tu t'adaptes à ton environnement, ou est-ce que c'est Darwin qui a raison, tu hérites de tes prédécesseurs, et seules les meilleures variétés seront présentes. Et d'ailleurs, il y aura des mutations, et les seules mutations qui resteront sont celles qui sont bénéfiques et qui améliorent les espèces. Des espèces et de la nature, quelque chose comme ça, son livre sur l'évolution, qui reprennent en fait les travaux également de Mendel. Mendel, c'est quelqu'un qui a fait l'expérience avec les pois, pour comprendre l'hérédité, avant même, il me semble, qu'il y ait Watson et Crick, donc un Britannique et un Américain, qui viennent à découvrir les hélices de la vie. Les deux hélices qui se croisent avec les A, les T, les G, les C, c'est-à-dire les lettres ni plus ni moins d'une belle nature, adénine, thymine, guanine, cytosine, il me semble, et qui forment bien notre livre de vie, en dehors après des ARN, il y a quoi d'autre encore? Il y a pas mal d'éléments biologiques que l'on pourra revoir plus tard, dont les enzymes, qui servent à redécomposer un peu et à nous faire absorber les bons éléments dans notre corps. On reviendra sur ce sujet avec un livre sur également les ciseaux génétiques, CRISPR-Cas9, puisque Cas9 est en fait une protéine qui sert à découper. Et après, il y a une autre protéine qui est engagée pour soit recoudre ou soit modeler quelque chose. Et des fois, les lettres se mettent mal, puisque en fait, le G et le A vont ensemble, il me semble, et le T et le C ensemble. Donc guanine, adénine ensemble, et thymine, cytosine ensemble. C'est ça normalement. D'où le nom du film, Bienvenue à Gattaca, qui détermine selon ta biologie si tu as le droit de vivre ou si tu pars en extinction, direction la déchetterie. Cette nouvelle existence, l'homme, le transhumain, donc le devra au progrès scientifique et technologique. Et puisque nous sommes faits de chair et de sang, c'est avant tout la biologie qui sera en charge de nous faire avancer sur le chemin de l'amélioration. On était, pareil, sur un livre qui parlait qu'on est actuellement, ce n'est plus de la médecine qui vient à te soigner, c'est de la médecine méliorative, qui est là pour t'améliorer, te modifier et normalement engendrer une amélioration. Or, la biologie a les moyens d'améliorer les espèces. Appliqué à l'homme, cela s'appelle l'eugénisme. Après, il y a plusieurs eugénismes. Il y a l'eugénisme négatif, donc destructeur, tout ce qui est en vie et qui porte une tare, un handicap, hop là, envoyez-les à l'euthanasie où on les tue. Ou comme faisaient les Spartiates, difformes, hop là, et les jetaient aux bêtes sauvages. Après, il y a l'eugénisme qui les appelle positifs. C'est-à-dire que là, on a étudié en amont le livre de vie, depuis l'embryon, et on va savoir s'il y a des probabilités, à 90-95%, enfin une certaine fiabilité, que l'embryon soit porteur d'une trisomie 21 ou d'un autre problème de santé, et vise même par la suite à lire la myopathie, une surdité ou ce genre de choses. Et ils demanderont aux parents, est-ce que vous voulez ou non mettre au monde cet enfant? Par exemple, pour les trisomiques 21, c'est 98% des parents qui ont décidé de le zigouiller. Donc, l'eugénisme n'est pas quelque chose de passé et uniquement avec l'opération Action T4 des nazis ou encore qui précède par les Spartiates ou qui se poursuit avec certaines personnes. Vous voyez, certains travaux qui vont être juste après, comme en Chine par exemple. Là,
Ça continue, mais il est nommé positif. Et on avait après, dans les années, je sais plus, 50 par là, le magazine The Economist qui nous expliquait qu'il y avait même moyen d'y percevoir de l'économique. Puisque un malade, si on ne le zigouille pas, ça va coûter tant à la société. Et peut-on, dans un programme, on va dire, de modélisation du nombre de ressources sur Terre, en fait, du principe de population de Malthus, établir un prix sur chaque vie, par rapport à l'endettement déjà présent, à l'épuisement des terres, et à ce que pourrait coûter un handicapé en suivi médical, en besoin de structures spécialisées, en accompagnement et en bien d'autres choses encore. Sachant qu'il ne produira quasiment rien pour la société. Et que comme dans le libéralisme, entre autres, c'est le marché qui vient à réguler les choses, si on entraîne trop de gentillesse avec les faibles, on viendra à se ruiner. C'est-à-dire qu'on fera du négatif, plus du négatif et non en multiplication. Et donc on tombera dans les mauvais calculs et dans de mauvais travers, ce qui pourrait engendrer famine, guerre et d'autres choses encore. En tout cas, c'est selon leur modèle. Encore une fois, c'est pas ma pensée, celle que je pourrais porter. Hein. Je tiens à préciser les choses. Mais donc, ils veulent mettre un prix sur la vie. Et après, il y a tout un tas de réseaux que l'on avait exposés qui font du commerce aussi des IVG, IMG, donc interruption volontaire de grossesse. Au début, c'était 10 semaines, 12 semaines, 14 semaines. Et IMG, interruption médicale de grossesse, où on n'est plus sur un petit embryon. En fait, il est passé de l'état cellulaire à l'état organique. Et donc, petit à petit, il se développe dans un règne animal qui, en soi, va faire devenir ce bébé, une fois qu'il sera au monde, doté d'une conscience en humain. Et là, ils acceptent actuellement avec l'IMG de le tuer jusqu'à 9 mois. Et le plus grave, c'est qu'entre autres, le Planet Parenthood, avec des partenaires, récupère des éléments des bébés morts, type poumons, reins, etc., et les vendent. Ils vendent même les embryons également surnuméraires. Enfin, c'est monstrueux. Alors, si vous ne me croyez pas, faites vos recherches. Hein. J'avais mis dans le livre, là, avec toutes les preuves à l'appui, donc dans la guerre ouverte contre les peuples, je sais plus, je crois que c'est 1400$, un truc comme ça, parce qu'ils s'arrachent même les petits yeux hein, des fœtus et tout. Enfin, je vais pas rentrer, ça pourrait être sordide et je pourrais être signalé, mais allez voir. Vous comprendrez ce qui est de quoi il est question, c'est horrible. Donc le génisme est encore présent. Et d'ailleurs, celle qui a mis le Planet Parenthood en place en Amérique, c'est Margaret Sanger. Si vous voulez, je pourrais vous lire avec plaisir un de ses livres eugéniques. Revenons à ça, donc, mais pas question de recourir à l'eugénisme nazi, négatif, violent, cruel, sale et mal ciblé. En scientifique pionnier de son époque, Huxley refuse la notion de race, il distingue seulement des groupes ethniques, c'est plus fin. Non, Sir Julian Sorel Huxley prône un eugénisme positif, doux, scientifique, capable d'éliminer de l'espèce tout le fardeau des mauvais gènes qui nous rendent si faibles, si maladifs, sujets à la dépression et à la paresse. Dans ce domaine, Sir Huxley a de l'expérience. 10 ans auparavant, alors directeur de l'UNESCO, de 1646 à 1648, et président de la Société eugénique britannique, il écrivait que, je cite, « Les couches les plus basses de l'humanité, les moins bien dotées génétiquement, se reproduisent trop vite. Il faut donc leur enseigner les méthodes de contrôle de natalité. » Fin de citation. Et en fait, il rejoignait ce que je vous ai exposé, comment il s'appelait déjà ? Webb. Sidney Webb et Beatrice Potter Webb, ce couple-là était pour aider les plus pauvres et en même temps disait attention. Parce qu'à force de les privilégier, on est en train de leur favoriser un climat pour qu'ils se reproduisent et ils vont coûter cher à la société, entraîner des maladies et compagnie. Et ça ne sera pas durable sur la durée. Ça ne sera pas durable dans les soins que l'on peut leur apporter et dans ce qu'ils nécessitent en attention, en ressources et compagnie. C'était déjà en question à l'époque. Hitler, il a d'abord commencé avec les handicapés mentaux, puis après avec d'autres handicapés. Et il a fini par dire que les vieux coûtaient cher à la société. Donc allez-y, supprimez quelques vieux comme ça, on n'a plus assez de denrées pour eux. En période de Covid, on a eu les mêmes déclarations avec le Rivotril. Ouais, mais là, les vieux, ils ont assez vécu, là, ils sont en train d'occuper une salle, une chambre d'hôpital, et on ne sait jamais si le plus jeune doit se faire soigner.
On est actuellement dans des questions d'éthique. Pareil sur les voitures autonomes. La voiture doit tuer qui? La personne qui est dans l'habitacle qui paye le service? Un inconnu qui paye pas le service? Et est-ce qu'on doit privilégier l'âge, l'état de santé? Est-ce que par exemple la voiture aurait le temps de détecter la personne qui est en face? Et donc s'il y a un bracelet électronique, imaginons qu'au sein de ce transport, il y a une personne en bonne santé, mais face à elle, je sais pas, il y a deux, trois personnes qui traversent, mais la voiture a pas vu, vous voyez, ou je sais pas, ils arrivent avec leur voiture, peu importe. Mais ils sont détectés, et au lieu de tuer la personne dans la voiture, on préfère buter par exemple deux ou trois autres individus parce que la machine a eu le temps dans sa rapide décision en prise de calcul par le dossier médical partagé, par exemple, de savoir que 3 personnes, sur les 3, il y en a 2 qui étaient handicapées, un qui avait un cancer. Donc vaut mieux que la voiture fonce dedans, plutôt qu'elle esquive, et qu'elle prenne un poteau et qu'elle tue, en revanche, quelqu'un qui est jeune, en bonne santé, et qui a de l'argent. Ça pourrait être ça. Encore une fois, c'est des hypothèses, et c'est dans les débats éthiques. Qu'est-ce que l'on programme dans les machines? Sachant qu'il y a après une loi, on le verra, où la machine ne doit pas tuer l'homme. Mais quand elle doit prendre une décision pour en sauver un, qu'est-ce qu'elle fait? Vous voyez, c'est un peu le dilemme de si tu as un levier, tu fais quoi? Est-ce que tu mets le train direction les 3 personnes attachées ou la seule personne? Qu'est-ce que tu fais? Mais sachant que, par exemple, c'est du bas, ça peut être ta femme ou une connaissance, alors que les autres te sont étrangers. Et c'est là où ça te pose tout un tas de questions morales. Est-ce que toi-même, tu es prêt à mettre dans l'équation un individu que tu portes dans ton cœur, que tu connais, avec lequel tu as partagé bien des bons moments, ou 3 purs inconnus qui peuvent être des criminels, ou avoir des problèmes de santé, ou bien d'autres choses encore? Et là, ça te met dans le doute. Sachant que dans ce genre d'épreuve, c'est la rapidité aussi qui prime. Tu dois être efficace, rapide et concret. C'est-à-dire que là, je te mets cette image, je te dis A ou B. A, il y a une personne qui décède, mais tu la connais. B, il y en a 3, mais tu les connais pas. A ou B, dis maintenant. T'actionnes. Et pourquoi tu l'auras fait? Et après, on te dévoile plus d'infos ou non. Tu vois, c'est à peu près ça. Mais c'est des questions de l'ordre éthique. Eh bien, c'est pareil. La question de cette société, c'est que faisons-nous? Comme disait d'ailleurs dans sa réédition... comment il s'appelle? Huxley... Aldous Huxley. Quand on a gagné en confort, on a réussi à supprimer plein de maladies. C'est bien. Mais les hommes qui restent après, on en fait quoi? Et là, c'est le même problème. On ne met plus de limites parce que c'est la liberté de tout un chacun. Donc on peut procréer, faire un enfant, 3 enfants, comme 8 enfants. C'est ta liberté. Et il y en a certains, pour les 8 enfants, ils n'ont pas les thunes, hein, ni même pour 4, ni même pour 3, ils n'ont pas les thunes pour les éduquer. Ils n'ont pas le job qui va avec. Ils comptent sur le reste de la société qui va travailler et qui, par pur esprit de solidarité, va leur redistribuer. Comme par exemple, en France, on a la CAF, on a tous ces Africains qui débarquent chez nous et qui, pour la plupart, ne travaillent pas, continuent à pondre des gosses et en plus leur enseignent la haine de l'Occident, mais bon, ça c'est autre chose, leur mettent une religion de malade mental dans la tête, hein, où ils adorent un prophète qui a abusé d'une petite fille, mais enfin, passons ce détail. Et nous, on doit continuer à travailler, payer des impôts, des taxes et nourrir ces parasites. Enfin, ces gens-là, pour l'instant, ils restent humains, on les considère comme tels. Donc, que fait-on? Il y a un moment, il y a un ras-le-bol, et il y a un questionnement, sinon on s'arrête demain tous de travailler. Bah, la plupart de ces familles, en fait, ils vont crever la faim comme dans leur pays d'origine. Et donc, si on les laisse prospérer sur notre territoire, nous, il y a un moment, ça va être le ras-le-bol, on va économiser suffisamment, on va se barrer. Et donc, en fait, la misère qu'ils ont fui, ils vont la reproduire ici. Et comme ils verront que c'est mieux ailleurs, parce que nous, on aura bougé, ils voudront revenir avec nous. Mais pourquoi? Juste pour, à nouveau, profiter. Et c'est là toute la question de que faisons-nous? Est-ce qu'on décide d'aller droit dans le mur? Est-ce qu'on continue avec l'esprit de certains qui se disent « mais t'inquiète, un jour ils vont comprendre qu'eux aussi devront se mettre à travailler ». Et c'est là qu'on en arrive à des décisions, entre autres politiques actuellement, en dehors de l'immense endettement, de dire maintenant, si vous voulez des minima sociaux, il faudra faire au moins 15 heures d'activité. C'est pour leur montrer que
rien ne leur est dû. Qu'il faut savoir gagner le pain de sa propre main, par la sueur de son front, et arrêter de toujours s'en remettre sur le labeur des autres, parce que c'est pas durable. Et dans un modèle comme celui-ci, eh bien, on retrouvera des familles qui font plus 10-15 enfants, là. Ils vont peut-être en faire un ou deux. Parce qu'à côté, il y a le travail. Donc ils n'auront pas le temps d'être à la baraque à tout faire. Ils pourront pas léguer leur môme à quelqu'un d'autre. Il y aura beaucoup moins d'aide pour les faire garder par des nounous, ce genre de choses. Vous voyez un peu ? Et ça, c'est qu'une des petites pièces de ce que je vous mets d'un énorme engrenage dans lequel on a été emmené et qui peut nous conduire à bien des drames. Parce que si maintenant on rentre avec ces gens-là dans un état d'extrême pauvreté, ça signifie que derrière, ça avait des carences alimentaires. Comme on l'a vu au début du direct, l'épigénétique va se retrouver impactée. Donc on va se retrouver avec des générations qui, en reproduction, vont, encore une fois, mettre au monde des gens malnutris, en sous-nutrition pour certains, avec ces carences qui vont, hop là, refaire éclore des maladies qui avaient disparu de l'Europe, et tout un tas de drames qui vont s'en suivre. Et je parle même pas que du manque d'hygiène, avec les gens qui jettent leurs couches par la fenêtre, qui descendent leurs ordures ménagères d'étage en étage, et qui en mettent partout dans les escaliers, et puis après qui laissent pourrir le sac dans un coin. Ou des autres, comme je disais, qui mettent leurs détritus sur le bas-chaussée. C'est un ensemble. Ils vont refaire éclore des maladies. Et on peut même, peut-être, voir la peste revenir. Parce que les corps auront été affaiblis, certains font plus de sport, d'autres sont goinfrés à la malbouffe, donc eux, ils ne sont pas en sous-nutrition, ils sont en malnutrition. Vous voyez, le côté de consommer à sa faim, mais n'importe comment, trop de gras, trop de sucre, trop de sel, et ils ont des problèmes de diabète, et ça va consulter, et vous voyez, ça a besoin à nouveau d'un support médical, mais celui-ci est déjà en faillite. Pareil, il faut de la production de médicaments, mais on n'en a plus assez. Donc on a exporté à l'étranger, mais il y a des problèmes du coup de logistique et pour venir ici, parce qu'ils font au plus offrant. Et comme il y a plus d'êtres humains et toujours plus de santé qui se dégrade, on en arrive à un climat mais catastrophique et international. Mais tout ça, si vous posez cette analyse sur la table, on vous dira raciste, xénophobe, et tout ce qui peut s'accumuler par-dessus. Donc, devons-nous revenir à l'eugénisme ? Il y a aussi cette question. Moi, je ne suis pas favorable. En revanche, à la responsabilité, pourquoi pas ? Je dénonçais le pass, vous voyez, le permis pour être parent. C'est compliqué. C'est vraiment, pour se poser dessus en disant, est-ce que je suis pour ou contre ? C'est pas comme ça. Ouais, non, ma liberté, de toute façon... Ok, d'accord, mais cogitons plus en profondeur. Essayons de voir le côté macro. Arrêtez d'être sur le micro, toujours vous, votre nombril. Regardez le macro. Et là, le problème, c'est que dans cette vision plus globale, eh bien, on va avoir la plupart de ceux qui peuvent s'adonner à une telle démarche, ça va être en général des blancs. Ça va être des personnes avec un quotient intellectuel assez développé. Et donc, on va se retrouver avec des personnes qui ont compris le problème du climat, de l'environnement, de ces industries à foison qui polluent à tout va, de l'eau qui pollue l'atmosphère et compagnie, et ils vont se dire, moi je vais pas faire d'enfants. Mais le truc, c'est qu'on a donc une certaine élite qui fait plus d'enfants, et une autre partie du peuple complètement détachée des vrais problèmes. Vous voyez, c'est TikTok, il faut danser, il faut répéter et faire du mimétisme bêtement, vous voyez, comment dirais-je, des choses synchronisées, ils essayent en tout cas, vous voyez, faire du playback. Eux, c'est ça qui les anime tous les jours. Se divertir. Et je vous expliquais le nombre de personnes qui se font ni plus ni moins entretenir par le reste. Mais il y a un moment, tout ça, ça va se finir. Et là, il va falloir se poser sur les vrais problèmes. Et il y en a qui vont être débordés. Quand il faut se pencher sur l'alimentation, sur la reprise en main de soi-même, sur la compréhension des tas de problèmes qui sont liés à la bioéthique, le bios, donc le vivant, et l'éthique, la morale que l'on doit appliquer à celui-ci, les restrictions ou non qui pourront s'imposer.
Ça va en faire des... Enfin, il y en a plus d'un qui vont péter les plombs. Ils vont dérouter. Après, il fit des émules, là, on nous dit ce Huxley, les États-Unis instituèrent la stérilisation des handicapés dans les années 50, je crois. En 1953, donc on a Watson écrit qui découvre l'ADN. Hop là, petite gorgée quand même pour ça rafraîchir le gosier. Et ce que je dis n'est pas délirant. Alors, j'ai peut-être pas la belle forme pour le moment. J'ai encore une fois un âge assez jeune. J'atterris là à mes 27 ans, vous voyez. Et je crois que dans mon combat, il était dit, c'est à partir de 30 ans qu'on est vraiment efficace et qu'on peut s'engager bien plus profondément dans certaines causes, les défendre. Donc vous voyez, j'élargis mon prisme, je m'intéresse aux civilisations, au progrès, au langage, à la philosophie, aux technologies, également à l'épigénétique, à la génétique, aux livres de vie. Il y a plein d'autres choses encore, au spirituel, aux sectes qui existent, aux mouvements de population, bref. J'essaye de partager ça avec vous en plus. Donc n'hésitez pas à me faire un retour, un petit commentaire, un like, ce qui vous fait plaisir et ce qui peut vous animer. Allons maintenant à la page 19. On est passé sur le carbone enfoui. On nous dit qu'il y a trop de carbone dans l'air, qu'il faut le cacher sous terre, et il y a plusieurs projets qui voient le jour. Donc on a les experts qui nous disent que le carbone a plus que doublé en 2 siècles et qui nous invitent à le stocker. On le voit d'autant plus mal que malgré les discours tonitruants sur la réduction des émissions de carbone qui font la joie des grandes conférences internationales, les résultats se font attendre et que les plus gourmands refusent de freiner leur boulimie. D'où l'idée de remettre le carbone là où on l'a pris, sous terre. C'est ce qu'a fait Total dans un vieux puits d'extraction de gaz à Lac dans le Jurançonnais. Démarré en 2010, ce projet test aurait démontré, selon Total, la faisabilité industrielle de la capture du carbone sur une chaudière, de sa compression, de son transport en pipeline pressurisé sur 27 km et de son enfouissement dans l'ancienne réserve de gaz naturel à 4500 mètres de profondeur. En dépit des hauts cris des écolos du coin, qui redoutent que le réservoir se mette à fuir et fasse des morts, le carbone à haute dose, c'est mortel, le projet qu'ils jugent inutile et dangereux est arrivé à terme. Donc Total est en train d'enfouir du carbone sous terre, et ils nous promettent que ça sera bien hermétique, que ça va pas à tout moment exploser et que pour les voisins, le surplus de carbone les entraîne à l'asphyxie. C'est promis. Le projet qu'ils jugent donc inutile est cependant maintenant arrivé à terme. Cependant, le très officiel INERIS, Institut national de l'environnement industriel et des risques, estime que, bien qu'en conformité avec les paramètres de conception du projet, ce qui est bien rare, il est probable que le ciment et les tubages en acier qui constituent le puits se corrodent au cours du temps, sous l'effet de l'agressivité du carbone dissous. L'INERIS déplore le manque de retour d'expérience de la filière CSC captage-stockage du carbone, dont le plus ancien site de stockage date de 1996, alors que la durée de vie d'un site de stockage géologique de carbone se compte en centaines, voire en milliers d'années. Fin de citation. Fuira pas. Total dit qu'il n'y a rien à craindre. Le gaz ne viendra pas acidifier les nappes phréatiques, il ne corrodera pas trop les canalisations, il ne diffusera pas hors du réservoir, promis. Il ne sera pas diffusé en dehors de son récipient. Mais imaginons qu'à tout moment ça se déclenche. Ça fera un surplus de carbone qui arrive dans l'environnement, et là on pourra alerter tout le monde encore. En disant, regardez, vos comportements sont inadmissibles, cessez de prendre votre voiture pour faire des courses, cessez de mettre du chauffage à 19 degrés chez vous. Et il y aura bien d'autres revendications qui vont aller avec. Et on atterrira à quoi ? Au passe carbone, décidé par l'UE, où on nous dit à peu près, je crois que c'est 30 tonnes de carbone, il me semble, par personne, qu'on devrait payer pas loin d'un pack de 500 € par an. Si on le dépasse, il faudra racheter des stocks de carbone en plus. Si on consomme moins, on sera vu comme une personne intéressée par l'écologie, et donc ça devra être un bonus pour nous. Et en l'occurrence, si on a du carbone à revendre, on pourra le remettre sur le marché. Comme pour les entreprises, la même arnaque. Rappelez-vous que la taxe carbone qui a été exercée au début, c'était pourquoi ? C'était pour investir afin de mettre des forêts, capter le carbone.
Et la plupart de la maille de l'argent là qui a été dans ces, on pourrait appeler ça des stocks options quelque part, ça a disparu. Et puis les détournements, on se rappelle de l'affaire Carbone, plus de 5 milliards d'euros détournés auprès de l'État français. Et il y a d'autres sommes encore, au niveau de l'UE, c'est en dizaines de milliards. Donc dans l'enquête publique préalable à l'expérience, le LAC, 82% des gens du CRU ont bien dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette expérience. Mais les conclusions de l'enquête n'en ont pas tenu compte. On s'en fout des gens. On leur demande leur avis, mais on ne le respecte pas. Et on se demande pourquoi on leur a posé la question. Selon les estimations du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, cette technologie pourrait traiter en 2050 de 20 à 40% des émissions mondiales des sites industriels les plus polluants. Tant pis pour les futurs riverains. Donc même le GIEC, qui est une vaste mascarade, est en accord avec ce projet. Ok, on comprend mieux. Alors, fin 23, donc là on est sur les compagnies de robots, où vous pourrez faire garder vos grands-parents ou un enfant par des robots. C'est déjà le cas en Chine et au Japon, entre autres. Ils ne veulent pas faire venir d'immigrés pour le Japon, ils ont préféré développer de la robotique. Et il y a notamment un robot un peu en apparence humanoïde qui peut porter les personnes âgées et d'autres gens handicapés ou atteints de vieillesse, jusqu'à, je crois, 60 kilos. Les accompagner pour les mettre dans la douche, en bonne position pour pas qu'ils se blessent, etc. Et on a également la cyberarmée. Vous rêvez de plus de liberté, faites confiance à Internet. Donc on a The more we connect, the better it gets. Plus on se connecte, mieux ça va. Clame Facebook sur son site internet.org qui milite pour relier toute la planète à Internet. Hommes, bêtes et objets réunis. On ne saurait dénigrer les bienfaits de la toile. On arrivera peut-être dans Docteur Dolittle, je crois, un truc comme ça. Et les animaux pucés. Et la machine, en fait, établissant une plateforme pour décrypter leur langage et leurs sensations et transmettre des infos aux hommes. Et inversement, ce que les hommes pensent et quand on communique, essayer de le traduire dans le langage de l'animal. Sur la toile, on y circule en toute liberté, les échanges sont fluides, instantanés, l'argent circule sans frontières, on y trouve même des garçons et des filles à marier ou juste pour s'amuser. Bon, en totale liberté, pas vraiment. La toile, elle oriente, elle a ses algorithmes et il y a tout un lot de censure sur des thématiques et il y a ce qui s'appelle la neutralité du net. C'est-à-dire que normalement, quand tu vas sur un site ou un autre, tu dois pas avoir de latence sur un où on te fait galérer, je sais pas, 1 minute avant d'afficher ta page. C'est promis. Et pourtant, dans la réalité, eh bien, il en est tout autre. Il y a certains sites d'information ou blogs ou ce que vous voulez pour dénoncer le nouvel ordre mondial qui mettent un paquet de temps à se charger. En envoyant des paquets de données comme s'ils étaient ralentis. Sans compter tous les gadgets qu'on peut s'y offrir, toutes les musiques et tous les films qu'il faut voir, et même ceux dont on n'a rien à faire, et l'info, et surtout l'info, l'actualité en direct, sur la marche du monde, sur l'évolution des idées, rien n'est vraiment interdit. N'est-ce pas aussi formidable qu'indispensable ? Bien sûr, les pédocriminels doivent un peu se cacher, mais à peine. On l'avait vu, la France, 3e hébergeur des sites pédos, avec Xavier Niel là, et son Free ou je sais pas quoi. Il faut retrouver les articles. C'est un principe, le réseau doit rester neutre. Ce n'est pas Internet de filtrer, de surveiller ou d'interdire. C'est comme pour les autoroutes. Ce n'est ni bien ni mal. C'est juste là pour faciliter la circulation des biens et des personnes. Politiquement neutre, quand ça passe au milieu d'une petite vallée charmante, quelques bergers bucoliques trouvent à y redire. Mais ce n'est qu'un détail au regard de l'histoire des transports. Un bon réseau est un réseau neutre, disons-nous. On ne le juge pas à l'aune de ce qui circule dedans, ou dessus, mais à son débit, à son taux de pénétration dans l'espace qu'il couvre. Et plus il y a de débit, et plus le réseau est étendu. Plus vous avez des libertés de circuler, logique, puisqu'il y a des axes qui se sont développés. En vrai,
Ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Le contrôle étatique, sous couvert de lutte contre la criminalité ou le terrorisme, se renforce terriblement. Il faut dire que les États ont pris quelques sévères leçons depuis la mobilisation sur le web des foules agitées du printemps arabe, en passant par la dissidence chinoise ou les multiples cyberattaques des djihadistes de tout poil. La parano sécuritaire gagne toutes les polices et armées du monde. Ce qui n'empêche pas quelques jolis coups comme le détournement des écrans de TV5 pendant 3 heures en avril dernier, attribué à Daesh, mais peut-être exécuté par des Russes, ou ce faux tweet annonçant un attentat à la Maison-Blanche, le 25 avril 2013. Il a provoqué 136 milliards de dollars de pertes à la bourse en 7 minutes, remarque Thierry Berthier, professeur de sécurité informatique. Je cite, « À travers le monde, on compte une cyberattaque majeure toutes les 1,5 secondes en moyenne. » Toutes les 1,5 secondes du coup. Il va sans dire que les pirates sont presque impossibles à identifier, planqués dans les méandres du Darknet, le côté obscur du réseau. Que je regarde, hop. Et les petites attaques alors, piratage de codes de carte de crédit et de mots de passe, sabotage de systèmes informatiques, d'entreprises petites et grandes, espionnage industriel ou privé, escroquerie en tout genre, toutes celles-là, on ne les compte même plus. Pas de quoi s'inquiéter outre mesure cependant. Et après ça développe sur la recherche aussi et la surveillance de la NSA, du Patriot Act et, de façon plus modeste et rigolote, la loi Adopi. Interdit au téléchargement, ne consultez pas de musique ou encore de films alors qu'il y a des droits d'auteur. Et on a après un autre truc, c'est le cyberélevage. Trop dur d'être paysan, laissez faire les machines. La paysannerie se meurt. Après l'exode rural, la concentration des exploitations, l'industrialisation des cultures et de l'élevage, voici venir la robotisation agricole. Et donc, la fin des paysans. C'est-à-dire que tous les petits paysans, ils sont en train de les asphyxier d'obligations de conformité, de respecter des règles, où ils doivent investir des milliers d'euros pour se mettre dans les normes, où ils déposent bilan. Et petit à petit, en fait, les petites structures revendent à des mastodontes, et les mastodontes, eux, veulent faire un maximum d'économies, et cette fois-ci, ils s'en foutent de faire une seule production, de la monoculture, ou encore, au niveau du cheptel, une variété. Vous voyez, en fait, on affaiblit tout le patrimoine de l'identité de l'ADN, des plantes, des animaux. Et à la fin, comme ça devient des méga structures, pourquoi pas tout robotiser, automatiser? Et donc on supprime l'homme, le paysan et tout ce qu'il en est. Et on nous dit tant mieux pour eux? Non. Qu'ils abandonnent donc leurs terres si pénibles à cultiver, leur bétail ingrat si difficile à élever, leurs packs si injustes, leurs récriminations contre la grande distribution qui les étrangle. Chaque année, le Salon international du matériel agricole déballe des nouveautés qui vont les débarrasser de leur enfer quotidien. Pour les aider, dit-on. Bien vu. Pour en supprimer un maximum, oui. Mais ça, on ne le dit pas. En fait, c'est surtout pour faire du fric sur leur dos déjà bien courbé. Ça, on ne le dit pas non plus. Toujours est-il que les industriels de l'automation se donnent du mal. Ils proposent des trucs formidables. Prenons la traite des vaches. Donc, je pense que c'était l'autonomisation, peut-être. Le fait de rendre tout autonome. Je sais pas, ou l'automation. Je vous avoue, c'est un mot que je découvre. Enfin, que je redécouvre vu que j'ai lu les trucs avant, mais il y a des mots, voilà, des fois ça me passe sous les yeux. Ça fait longtemps qu'on ne les traite plus à la main, les vaches. Mais là, on ne va plus les traire du tout. En fait, l'homme n'aura plus à lui mettre les petites capsules. Elles se traient maintenant toutes seules, quand ça leur chante. Dès qu'elles en ont envie, elles se dirigent vers la treilleuse, et avec la précision du laser, l'engin leur nettoie les trayons, s'en saisit en douceur et pompe tranquillement, analysant la qualité du lait au passage. Donc il y a un éleveur laitier de la Manche qui dit « Ça m'a permis de trier une vache en chaleur et de la placer dans le parc d'insémination. Quand on est copain avec les bêtes, ça ne se voit pas quand elles sont en chaleur. Mais qui peut encore se permettre de copiner avec ses vaches ou ses cochons? De toute façon, ça ne servira à rien puisqu'il n'y aura plus besoin de les garder au pré. Un système informatique s'en chargera tout seul. » Machiavélique, un collier connecté, équipé de capteurs, d'un GPS et d'une électrode, et hop, vous avez un berger électronique. Sur votre tablette,
Vous définissez un enclos virtuel et quand la bête en sort, bzzz, hop, décharge. Une petite giclée de courant lui indique qu'elle a passé la limite. Fini les bergers et leurs chiens de troupeau. Et on pourrait voir l'expérience de Pavlov reproduite où il y aurait des délimitations avec des couleurs ou avec des symboles. Et c'est-à-dire que dès que la vache, par exemple, approche pour sortir de l'enclos, eh bien ça déclenche, voyez-vous, une petite décharge dans le cou. Et en même temps, c'est le même symbole qui apparaît. Donc en fait, elles s'en éloigneront. Vous voyez, elles seront dans le double conditionnement pavlovien. C'est-à-dire, on associe ça à une peur et même plus besoin de déclencher. Dès qu'elles le voient, en fait, elles ne s'en approchent pas. Et pareil pour ces congénères si elles arrivent à communiquer. Et incroyable, puisque le capteur permettra aussi de voir leur rythme cardiaque, d'identifier si elles ont un problème de santé, de voir si elles sont en chaleur ou non, et auquel cas, hop là, les conduire dans l'autre enclos pour être inséminées. Pour être traite, eh bien, voyez-vous, pour leur traire, les mamelles, elles pourront y aller toutes seules, ou elles seront orientées également. Tout sera numérisé. Pareil, ce qu'elles consomment en alimentation, en eau et ce qu'elles produisent. Il sera tout sur les distances parcourues, la nourriture ingérée, le temps de sommeil. Et pareil, pour vendre les pièces de bœuf, mais là on pourra dire cet animal a gambadé tant de pas chaque jour. Au niveau de la nourriture, il a été un bon consommateur. Il n'est pas tombé malade. En fait, on aura tout un carnet, et peut-être même pour les consommateurs de viande, on va dire, de haute qualité, ils auront un QR code. Ils pourront scanner, voir la photo de la bête, voir également, pourquoi pas, tout son circuit. Ça n'a pas vraiment grand intérêt. Mais voyez-vous, ça peut en tout cas déboucher sur des perspectives commerciales. Je rappelle, hein, les services, il y en a plein qui sont fournis, qui n'ont aucun intérêt. Mais les gens, c'est l'idée de dire « Ah ouais, je peux suivre la bête, le bien-être animal, les étoiles qu'il pourrait placer après un éleveur, et parce que celui-ci, c'est pas la première fois qu'il consomme ses bêtes et elles sont bonnes. » Il y aura tout un suivi. Après, encore une fois, hein, j'y mets des fois de mon imaginaire dans ces trucs de technologie. Je peux me tromper, hein, mais j'y vois tout un tas de progressions. La machine devancera leurs besoins et saura bientôt les diriger aux meilleurs spots de pâturage, repérés par un drone. Les drones équipés d'une tripotée de capteurs scanneront la terre, l'eau, la végétation, le bétail, etc. Ce qui permettra également, dans le quota carbone, de dire que ta bête a vécu tant de jours, et que ton morceau de viande dans l'assiette, il représente tant d'impact carbone. Puisque la bête a consommé tant d'eau, elle a également gambadé sur des terres, et donc pourquoi pas, elle a abîmé la biodiversité. Oui, ils pourront vous inventer tout un tas de choses. A émis tant de gaz, maintenant ils ont même mis des poches dans les vaches pour capter leur gaz. Il y a quoi d'autre comme ça, vous voyez, enfin... Elle a consommé tant de viande, ou pas tant de viande, mais tant de, excusez-moi, de protéines, ouais, de granulés qui ont été faits en laboratoire. Pour les faire, il y a eu tant de pollution. Pour ramener la base, la matière première de ces granulés, on a pris les cargos et direction le continent, par exemple, américain, plus précisément de l'Amérique du Sud avec l'Argentine. Et là, dans le Mercosur, on s'aperçoit que là-bas, les conditions pareilles, consomment trop d'eau parce que c'est ensoleillé et tout ce qu'on veut. Pour consommer vraiment... Demain, ça va être compliqué, selon les normes qu'ils veulent imposer. La terre est basse, les robots bineurs arracheront les mauvaises herbes, en profiteront pour étudier les plantes, la terre et savoir ce dont elles ont besoin. Bientôt, ce seront des hordes de machines téléguidées par des drones et communiquant entre elles qui réaliseront les travaux des champs. Je cite, « En 2050, l'équipement agricole devra être modulable et adaptable pour l'agriculteur qui deviendra un superviseur des opérations. » Fin de citation, prophétise-t-on à l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture. Tout ça pour soulager le paysan et mieux gérer l'environnement. Je cite, « Les recherches de l'IRSTEA, donc de l'Institut des recherches en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, innovent au service d'une agriculture plus productive, plus sûre et plus respectueuse de la biodiversité. » Mais certains renaclent, comme les bergers des Alpes,
Le cyberélevage et la rentabilité, ça ne leur plaît pas du tout. Ils ne cessent de manifester derrière des banderoles comme « faut pas pucer ». Traduction, faut pas mettre des puces électroniques sur les bêtes. Le Monde leur a donné la parole en 2011. Et ils ont dit, je cite, « Nos bêtes vivent dehors et entretiennent la montagne. Nous les menons en pâture exactement où il faut. Elles débroussaillent et évitent les feux de forêt qui représentent un coût considérable pour la collectivité. » Fin de citation. Un autre récuse une conception scientiste de l'élevage. Je cite, « On n'a pas besoin qu'un logiciel nous dise comment vont nos brebis et ce qu'elles doivent manger. On vit avec elles. Être éleveur est un travail d'observation, de contact, de connaissance et aussi d'empirisme. » Fin de citation. Et je cite une autre personne, « Nous refusons de déléguer notre existence aux automates, s'obstine le collectif Pièces et main-d'œuvre. Nous n'avons pas besoin de machines, mais d'humanité. » Hop là, 31. Pourquoi s'inquiéter ? Les déchets que l'on ne peut pas recycler dans les déchets nucléaires, à La Hague, on va tout simplement les enfouir dans les entrailles de la Terre et oublier jusqu'à leur existence. Ils cesseront d'être un souci. La France a trouvé l'endroit idéal à Bure, en Moselle, pour créer le CIGEO, Centre industriel de stockage géologique. Son sous-sol est censé garantir une étanchéité parfaite, car formé d'argile réputée exempte d'infiltration d'eau, lesquelles pourraient venir abîmer les fûts pleins de matière nucléaire et contaminer ensuite les nappes phréatiques. Donc en France, et partout dans le monde, en dehors du carbone qui est stocké, qu'ils ont mis dans les sols, soi-disant de façon hermétique, et qui pourrait impacter les nappes phréatiques, les rendre acides, augmenter le pH de l'eau, on retrouve des déchets nucléaires qui sont enfouis sous terre avec tout un tas d'argile pour créer une vraie étanchéité et éviter qu'il y ait une infiltration d'eau qui vienne après à abîmer les barils qui retiennent les déchets nucléaires. Mais on n'est pas à l'abri, voyez-vous, qu'il y a un tremblement de terre, des frictions, que ça commence à créer une faille, et puis une petite ouverture, et que ça commence à répandre du nucléaire, ou ça, dans les nappes phréatiques, qui remonteraient aux terres agricoles, qui se retrouveraient après dans les pluies, qui s'étendraient à d'autres terrains bien plus lointains, et qui entraîneraient en fait tout un tas de désastres écologiques, et même pour nous. Et moi, je pense que ça peut se passer, parce que dans la Bible, il est dit « un tiers des eaux seront non consommables, parce qu'elles seront comme l'absinthe. » L'absinthe, ça fait une référence à un alcool, vous voyez, à quelque chose qui t'enivre, qui est mauvais en fait. Eh bien, on pourrait penser que le nucléaire ou encore le pH augmentant de l'eau, elles deviennent inconsommables, ou lorsque l'on s'en saisit, parce que c'est notre besoin primaire, en fait, on tombe dans un état de folie, un état secondaire, comme quelqu'un qui s'abreuverait uniquement d'alcool pur, vous voyez, à 90, d'Audi ou ce genre de choses, d'absinthe, quoi. Peut-être. C'est une hypothèse. Mais en tout cas, chez EDF, certains avaient songé à utiliser de vieilles mines désaffectées, comme l'ont fait les Allemands à Haas. Pas fiable, au bout de 30 ans, des fuites sont apparues. Récupérer les fûts est une vraie galère, au sujet de laquelle les pouvoirs publics et la population s'empoignent. Aux États-Unis, même scénario depuis 2014 avec une mine qui accueillait dans des conditions prétendument très sûres des déchets nucléaires militaires. Fuite, contamination, scandale, un festival. On échappe tout de même au pire. Pendant des années, les États-Unis ont imagé, et même imaginé, stocker leurs déchets dans le mont Yaka du désert du Nevada, en pleine zone sismique. Les Américains, c'est des oufs. Pour se débarrasser de ces poisons, les idées n'ont pas manqué. Les jeter au fond des océans, les fûts qui ont été balancés dans l'Atlantique se sont mis à fuir au bout de 30 ans. Ils devaient tenir 50 ans, le temps que la radioactivité qu'ils contiennent devienne assez faible. Les garder en surface sous étroite surveillance, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, faute de mieux, moyennant de multiples incidents sans gravité, nous assure-t-on, mais il y a toujours le risque des terroristes également. Ou même si on rentre en guerre avec un autre pays, ne serait-ce que des bombes, hein, même si elles ne tuent pas des humains sur le moment, le sol, mouvement comme un mouvement sismique, hein, ça crée également une secousse, c'est mauvais. Donc les garder en surface, pour l'instant, c'est ce qu'on fait tout de même, les enfouir à plusieurs kilomètres de profondeur, rien ne prouve que ce soit faisable ni fiable.
Les envoyer dans l'espace, vers le Soleil ou une planète lointaine, trop cher, trop risqué. Même si le projet n'est pas totalement abandonné, peut-être qu'un jour seront mis au point des lanceurs plus puissants et un vol parfaitement sécurisé. Alors, hop, 31, 34. Donc là, on a les frigos malins après. C'est vrai que c'est un peu décousu parce qu'ils te mélangent... En fait, il y a des thématiques normalement qui devraient aller ensemble. On voit que le livre est un peu décousu, même s'il est bien. Frigo malin. Marre de faire des listes de courses, le frigo les fera pour vous. Avant de partir faire les courses, vous deviez ouvrir votre frigo pour savoir ce qui vous manquait. C'était fastidieux, chronophage et inutile. Le frigo qui observe ce qui vous manque et ce qui va vous manquer et vous prévient sur votre portable existe déjà en Corée du Sud et ça marche très fort. Le système Home Chat vous permet de communiquer avec votre réfrigérateur intelligent, votre machine à laver et votre four comme si vous chattiez plutôt du coup avec un ami proche. Vante le groupe LG. L'électroménager intelligent, c'est l'avenir. Intelligent, c'est beaucoup dire, disons connecté, mais tout le monde n'y est pas sensible. À peine 40% des sondés y voient un plus. Et là, on arrive à la domotique, des intérieurs ultra connectés, la lumière à détecteur de présence, les volets qui se ferment à une certaine heure, mais que vous pouvez repiloter depuis une application, la lumière qui se tamise par rapport aux heures qui passent, pour vous procurer un meilleur sommeil ou bien pour vous réveiller en douceur, les plaques de cuisson qui peuvent gérer, ou même les fours connectés. Vous avez oublié, et en fait, comme vous avez rentré la recette, ils savent, pour que ce soit bien gratiné, quel thermostat il faut mettre, ne pas dépasser telle durée, etc. Donc après, le mettre en état de veille quelque part, juste pour conserver un peu de chaleur, mais sans cuire. Il y a plein de choses, dont le frigo connecté également, qui peut passer des commandes. On avait vu les boutons Amazon, où sur certains produits spécifiques, chez vous, vous pouviez appuyer sur le bouton et ça déclenchait de nouveau une commande, comme la précédente, et livrée chez vous. Donc chauffage, ménage robotisé, cuisine, frigo, placard, machine à laver et autres, tout sera connecté. C'est ce qu'on appelle après même l'Internet des objets, IoT. Donc IoT, Internet des objets technologiques, et qui les connecte à des plateformes pour les rendre intelligents. Les uns communiquent avec les autres, tout un réseau. Et si vous en redemandez, ils seront aussi connectés à vos capteurs corporels pour tenir compte de vos goûts et mieux choisir ce qui convient à votre régime ou ce que recommande votre médecin et votre assureur. Comme les données médicales seront partagées aux médecins et pourront être transmises aux mutuelles et aux assurances afin d'obtenir un meilleur tarif, un meilleur voyez-vous, forfait, eh bien, si vous êtes engagé à perdre du poids ou à maîtriser en tout cas votre consommation en calories, selon ce qu'il y a dans le frigo et ce qui est renseigné par les étiquettes RFID, on pourra vous dire là, il ne faut pas déjà faire de gaspillage. On voit là que dans le frigo, il y a plein de choses qui restent. Vous voyez, comme il sera intelligent, il pourra signaler que vous avez gaspillé. Et donc tout ça, c'est du carbone. C'est donc une taxe. C'est de la pollution, bref. Et pour respecter aussi les... comment je peux dire ça ? L'idée, en tout cas, d'un régime, eh bien, vous mettre des recettes. Et après, avec des cookéos ou je ne sais quel encore, voyez-vous, robot cuiseur, vous dire, mettez ces ingrédients dedans, hop, et on va vous cuisiner cette recette. Ça permet de ne pas gaspiller. Nous, comme ça, après, on peut réentamer une commande pour remplir le frigo, et en attendant, vous respectez également l'accord que vous avez eu avec votre mutuelle et votre assureur et votre médecin. Ça sera tout pour aujourd'hui, on a 1h10, je pensais le faire en 2 fois, vous voyez, mais en fait on va le faire en 3 fois. Le plus gros, bah, ça sera pour la partie 3, là on est à, hop là on arrive à 36, tout ce qui est géo-ingénierie. Hop là, 40, ça sera ça. Il restera à peu près une vingtaine de pages que je vous ai sélectionnées. Merci en tout cas pour votre écoute, je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt sur ma chaîne Vénérable Apprenti et Vérité à venir. Par notre chrétienté, par notre bonté, eh bien nos valeurs restent ancrées et notre victoire est assurée. À très bientôt.